Open Space Talk, le podcast qui dénonce les discriminations au travail. Pour l'épisode 4, j'ai eu le plaisir de rencontrer Judith, la créatrice du compte Instagram Tapotpute, dont la voix a été légèrement modifiée afin de garder l'anonymat. En tant qu'entrepreneuse du sexe, elle témoigne de son quotidien, des nombreuses conséquences de la loi de pénalisation des clients, des tabous autour du travail du sexe. Elle expliquera pourquoi la légalisation n'est pas forcément la bonne solution et dénoncera la putophobie systémique allant jusqu'au féminisme abolitionniste. Cet épisode a été enregistré en septembre 2019, à savoir qu'à la fin de cette même année, le compte Tapotpute a été victime de piratage précédé de cyberharcèlement d'abolitionnistes. Elle avait perdu tout son précieux travail. Un épisode riche que j'espère que vous apprécierez. Bonne écoute. Donc déjà, merci d'être venu. Mais c'est un plaisir. Je voulais commencer avec le fait que ton compte s'appelle Tapotpute. Ouais. Et t'introduis ton compte d'ailleurs avec une phrase qui dit « Pute, c'est pas juste un gros mot, c'est un rappel constant qu'une grande partie du monde ne considère pas ton existence et ton job comme digne de respect. Ouais. » Et tu continues en disant « Ça fonctionnerait de l'enlever de ton vocabulaire parce que t'as peut-être aucune idée de qui sont les TDS de ton entourage. » C'est vrai. C'est quelque chose qui est très en lien avec la putophobie, le fait que t'as des potes qui sont putes. T'as sans doute des ex qui sont putes, des camarades de classe, peut-être même la meuf qui babysit tes enfants, ta caissière, ta collègue. Il y a énormément de TDS autour de toi, et tu le sais pas. Et pute, c'est un mot extrêmement violent, c'est un mot terrifiant, c'est un mot qui veut dire... C'est un mot qui définit pas un job, c'est un mot qui veut dire tu n'es pas digne de respect, c'est un mot qui va avec tout cet imaginaire de tu vends ton corps, avec tout cet imaginaire de la fille perdue, de la fille de mauvaise vie. Personnellement, en tant que travailleuse du sexe, je suis un cliché de la meuf chiante, je mate Netflix, je bois de l'eau chaude avec du citron dedans, je porte des leggings, je n'ai absolument pas ni la vie fantasmagorique et dépravée qu'on me fantasme, ni envie qu'on me fantasme comme ça en fait. Et le compte Tapotpute, il est né d'une soirée absolument affreuse que j'ai passée avec des potes du lycée. C'était l'anniversaire de ma meilleure amie, qui elle est restée en contact avec tous nos potes du lycée quasiment. Et je sais pas, j'avais pas envie de dire que en ce moment je faisais du journalisme ou serveuse. Du coup, on m'a demandé ce que je faisais en ce moment. J'ai fait bah moi en ce moment je fais pute. Ça se passe bien. D'accord, comme ça, de but en blanc. Ouais. Et quelles ont été les réactions ? Bah en fait, je me suis retrouvé face à énormément de curiosité. D'une curiosité très très bienveillante. Vraiment, une curiosité qui m'a semblé assez saine et assez mignonne. De potes qui sont en études de droit, en fac de lettres, qui se demandent mais ça se passe comment pute. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvé un peu à en avoir marre de répondre à des questions. Et il y a du coup ce mec qui me dit ouais, mais moi j'ai pas d'autres potes putes en fait. Je sais pas à qui poser ces questions-là. Je sais pas à quoi elle ressemble cette réalité et j'ai du mal à l'imaginer en dehors des films américains. Et je suis ressorti de là en me disant que les gens avaient genre urgemment besoin d'une pote pute. De quelqu'un à qui tu puisses poser les questions indiscrètes sans que ça la heurte. De quelqu'un à qui tu puisses parler législation et clients dégueux sans que ce soit intrusif et que ça gâche les soirées d'anniversaire de mes potes. Et c'est une super bonne initiative parce que ton compte, il est hyper pédagogique. Et c'est là qu'on se rend compte que, effectivement, comme tu le dis, on est très peu, voire pas du tout, informé de ce qu'est le métier des TDS, travailleuses du sexe. Et d'ailleurs, le terme travailleuse du sexe, c'est un terme parapluie qui englobe beaucoup de métiers autour de ça. Ouais. Et pas uniquement la prostitution. Exactement. Quand tu parles de travailleurs, travailleuses du sexe, tu parles des camgirls, des camboys, des actrices porno, tu parles des gens qui vont faire du sugar dating, des sugar baby, tu vas parler des gens qui vendent leurs sous-vêtements ou leurs chaussettes, parce que oui, il y a un marché de la chaussette sale en France. D'accord. On va parler des gens qui vendent des photos de tout nu, on va parler du téléphone rose. En fait, c'est un champ de métier qui est immense. Et quelque part, est-ce que la meuf cis blanche hétéra qui vit en couple et dont le mec paye le loyer, elle est pas un peu TDS elle aussi, tu sais? Ça, on va y revenir forcément. C'est ma blague préférée. Et d'ailleurs, tu dis TDS, auto-entrepreneur du cul, des créateurs de micro-entreprises de tes fantasmes. C'est comme ça que tu définirais? Bah, je crois qu'avant l'acte sexuel, je vends le fantasme. Je propose un service sexuel, c'est certain, c'est mon travail. Mais au-delà de ça, mon job, c'est aussi beaucoup la mise en scène du fantasme. C'est la mise en scène de la représentation d'une certaine forme de féminité, d'une certaine forme de liberté sexuelle. Je sais que moi, j'ai beaucoup de clients qui aiment bien le fait que je suis très à l'aise avec mon corps, que je suis très détendu par rapport à ça. Et le travail du sexe, c'est pas juste arriver, empocher ta thune et sucer une bite. Le travail du sexe, c'est des photos, c'est des mails, c'est des échanges, c'est des rendez-vous, c'est du suivi, c'est envoyer un message en sortant de ton rendez-vous en disant merci, j'ai passé un bon moment, à bientôt.
dans l'inconscient collectif, la prostitution, c'est de l'argent facile, c'est de l'argent rapide, c'est-à-dire que les personnes pensent directement à l'acte sexuel en lui-même et l'encaissement de l'argent. Autour de ça, c'est un vrai travail, comme tu l'expliques. En fait, comment tu peux définir une journée ou une semaine type de travail ? Une journée ou une semaine type de travail à moi? Sachant que j'imagine que ça peut varier en fonction d'une semaine à l'autre. Ça varie complètement. Mais par exemple, les mails du lundi, je les aime pas. Les mails du lundi, c'est le début de la semaine, les enfants sont à l'école. Sur les 20 mails que je reçois, j'aurai peut-être un client ou deux. Le mardi, je surbook. Je prévois une quinzaine de clients. Faut pas oublier que je suis quelqu'un d'extrêmement privilégié. Je suis cis, je suis jeune, je suis relativement mince, j'ai l'air blanche. Je présente une féminité classique, cheveux longs, maquillage. Donc là, je parle d'une réalité qui m'est vraiment personnelle et ça me paraît aussi important de toujours mettre ça en œuvre. Et généralement, sur les 15 clients que je book dans la journée, j'en ai un, peut-être deux, si j'ai de la chance. D'accord. Mais pas plus. Entre les fantasmeurs, les annulations de dernière minute, les grands-mères qui meurent, les enfants à l'hôpital, les problèmes de voiture, oh là là. Depuis que je suis devenue travailleuse du sexe, cette quantité de problèmes de voiture et de grand-mère qui meurent. Et généralement, si je travaille bien un jour, je me repose le lendemain. Parce que c'est fatigant. Parce que une fois que t'as booké ton rendez-vous, faut te préparer. Ça prend une petite heure. Faut vérifier que le client t'a bien envoyé l'adresse, le code, qu'il va pas te laisser planter devant la porte. Quand tu arrives, tu négocies de te faire prendre en Uber jusque chez toi. Parce que je fais pas partie des prostituées qui reçoivent. Tu te déplaces, tu bois un verre avec le client. Tu papotes, tu l'écoutes te raconter sa semaine, ce qui se passe en ce moment, son divorce il y a 3 ans, la mort de son père il y a 7 ans, la fois où il a eu un Golden Retriever. Ça me fait légèrement penser à des dates Tinder en fait. C'est des dates Tinder. C'est des dates Tinder, sauf que y a pas l'enjeu de mais est-ce que la personne est-ce qu'il va pécho? Il sait déjà qu'il va pécho. Je suis là pour. Et il y a tout cet enjeu de séduction qui se met en place, qui est toujours très comique avec le client, parce que finalement, ils sont toujours dans une démarche de séduction, dans une démarche d'être délicat et doux et de plaire. Même les cons, hein, même ceux qui font ça très très mal et qui me plaisent pas du tout. Mais je les vois essayer de me plaire, et des fois ils essayent de me plaire en me disant que la manif pour tous c'est génial et c'est gênant pour tout le monde. Le temps peut être long. Dans ces cas-là, tu proposes une petite pipe, ça va plus vite. Et finalement, tu fais du sexe, c'est pas tant la partie la plus fatigante, et après tu te retapes le métro pour rentrer chez toi, et t'es crevé. Parce qu'en fait, on te demande de performer le sexe de manière complètement différente en tant que travailleuse du sexe. C'est pas une partie de jambes en l'air sympa avec la personne que t'aimes où tu fais une pause quand t'en as marre. Parce que t'es là au taf en fait. Et moi j'apprécie faire preuve d'une certaine forme de professionnalisme. Donc j'essaye de faire les choses bien. Donc généralement en sortant d'un rendez-vous, je suis crevé. Puis une fois que ton rendez-vous est fini, t'appelles ton backup, tu lui dis t'inquiète mon chat, ça va, c'est bon, je rentre à la maison là. T'as toujours un backup quand tu vas voir un client. T'as toujours un backup quand tu vas voir un client. C'est une des conséquences de la loi de 2016. Ouais. Tu peux nous en parler de la loi de 2016 ? Alors en 2016, après une éprouvante bataille juridique, a été approuvée la loi de pénalisation des clients, au même moment que le délit de racolage a été supprimé. Donc on passe d'une situation où la travailleuse du sexe, le travailleur du sexe est coupable de racoler, et où du coup on a des gardes à vue, du harcèlement policier, tout ça, à une situation où c'est le client qui est coupable. Parce qu'avant c'était donc la personne qui faisait qui se prostituait, qui était coupable. Voilà, qui était coupable d'un délit de racolage. Le délit de racolage, on en a tous entendu parler, on sait tous ce que ça veut dire racoler. C'était un crime, enfin, c'était un délit, ce qui n'est pas un crime, jusqu'en 2016. Et en 2016, grâce au merveilleux mouvement d'Uni, on est passé à une pénalisation des clients. Et en fait, ce qui se passe dans le cadre de la pénalisation des clients, c'est que le client est passible de, j'ai pas les chiffres en tête, d'une amende et d'un emprisonnement avec sursis, d'une amende surtout. D'une amende assez conséquente, hein, il me semble, mais je rajouterais... D'une amende conséquente et surtout d'un procès ouvert. D'accord. Voilà. Donc vraiment pour faire honte à la personne d'avoir eu recours au service d'un TDS. Ce qui se passe, c'est que du coup, l'offre et la demande étant ce qu'elles sont, on va vers une mise en danger beaucoup plus grande, surtout des travailleuses du sexe les plus précaires, toujours. Hein. Moi, par exemple, je travaille sur Internet, j'ai vu un changement avec cette loi, mais j'ai pas arrêté de bosser, j'ai moins de clients. Parce qu'ils ont peur, en fait, d'être attrapés. Complètement. Parce qu'ils ont peur, parce que, avec tout le débat qu'il y a eu autour de la loi, il y a eu énormément de reportages sur la misère dans laquelle vivaient toutes les travailleuses du sexe, les réseaux de trafiquants,
et tout ça. Et il faut pas oublier que cette loi, elle touche toujours en premier les personnes racisées, les personnes trans, les personnes migrantes, les personnes les plus précaires qui se retrouvent à se mettre dans des situations où elles sont obligées de se mettre en danger pour travailler. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé il y a maintenant 1 an avec Vanessa Campos. C'est que la nécessité, c'est que pour continuer à avoir des clients, faut s'éloigner des rues passantes, donc des rues où il y a des patrouilles de police. Donc on s'éloigne les unes des autres, parce qu'un attroupement de meufs trans racisées migrantes au bord du bois de Boulogne, ça alerte la police. Donc on s'éloigne les unes des autres, donc on s'éloigne des endroits où on est visible, donc on se met dans des situations en danger. Du coup, il y a des morts. Et c'est une conséquence directe, en fait. C'est une conséquence directe de cette violence. Et Vanessa Campos a été tuée en essayant de défendre un client qui était en train de se faire racketter. Elle est décédée il y a 1 an maintenant, il y a eu un rassemblement, le 16 août. Et rien n'a changé depuis. Et rien n'a changé depuis. Rien n'a changé depuis, et on peut entendre absolument partout sur les internets mondiaux des militantes qui vous disent que le travail du sexe est une torture. On utilise le terme viol tarifé. On utilise le terme viol tarifé comme si la seule raison de consentir à un acte sexuel était le désir. Je sais pas si vous avez rencontré vos grands-mères, mais non, il y a plein d'autres raisons de consentir à un acte sexuel. On peut faire du sexe parce que c'est rigolo, on peut faire du sexe parce que c'est fun, on peut faire du sexe par curiosité, et on peut faire du sexe parce que ça paye le loyer en fait. En fait, il faut juste rappeler qu'il y a des personnes effectivement qui sont contraintes de le faire, mais tout comme en parallèle, il y a aussi des personnes qui font ce choix en fait de travailler, d'être travailleuses du sexe, qui le font pour des raisons qui les concernent, et c'est pas forcément tout le temps négatif. Et surtout, en fait, faut rappeler que s'il y a des personnes qui sont contraintes à faire du travail du sexe, il y a aussi des personnes qui sont contraintes à ramasser des fraises en Espagne. Je vois personne essayer d'abolir les fruits rouges. Alors pourquoi, selon toi, on s'acharne sur le travail du sexe? Oh je pense qu'on est sur quand même une grosse série de tabous quand on en arrive au travail du sexe. Déjà, on parle d'argent publiquement quand on parle de travail du sexe. On parle du prix du cul. Ensuite, les enjeux économico-sexuels, ils font partie de toutes nos relations, ils font partie de toutes nos interactions. Quand ton primeur te fait une réduction parce qu'il te trouve mignonne, c'est pas innocent. C'est pas de bonté de cœur, c'est pas par tendresse qu'il fait ça, c'est pas par foi en l'humanité. Quand tu bois un verre avec ton date et qu'il se lève et qu'il paye l'addition, il fait pas ça en espérant améliorer la situation du monde. Il fait pas ça pour que tout aille mieux et que les oiseaux chantent. Donc on est vraiment sur un système hypocrite où on a mis en place une loi qui est soi-disant là pour venir et abolir le... Comment dire? Je pense que le travail du sexe fait très peur et fait très mal parce qu'il explicite un échange. Et quand l'échange est explicite, c'est la personne qui est payée qui a le pouvoir. Parce que moi, en tant que travailleuse du sexe, si je suis pas à l'aise, je me lève et je pars. J'ai déjà ma thune. Toi, en tant que femme mariée qui a 2 enfants, tu vas finir ta pipe si tu veux pouvoir finir de mater ta série. Hein. Comme ça que ça marche. Et c'est dit tellement si clairement dans King Kong Theory, je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Ça paraît tellement évident quand tu le lis, et c'est des choses que, en tant que femme, tu t'es pas forcément rendu compte sur le moment, et puis d'un seul coup, tu prends du recul sur toutes les relations qu'on disait, et que, effectivement, Tinder, c'est quelque chose, quoi. Je pense qu'on a tous eu des dates Tinder, c'est dit texto maintenant, quoi. C'est on se voit, clairement pour du sexe, et c'est gratuit, donc ok, il y a aucun souci par rapport à ça, why not? Mais arriver là, et d'un seul coup, quand tu considères pas un seul instant le plaisir de la femme, tu ressors de là et tu dis dans ces cas-là, j'aurais préféré être payé. Mais c'est... Que utiliser gratuitement. Je pense que c'est quelque chose qui est très... Enfin, c'est quelque chose qui devient très clair quand tu commences le travail du sexe, c'est la quantité de fois où t'as fait du sexe médiocre gratuitement, et tu te rends compte de ce temps perdu, et clairement t'arrêtes quand tu comprends que... J'ai même arrêté de crier sur des mecs quand ils m'énervent. Depuis que je peux être payé pour le faire, voilà, je ne m'énerve plus. Je vois pas pourquoi le mec qui me met une main au cul se prendrait autre chose qu'un poing dans la gueule. Les insultes, c'est payant. Et c'est terrible comment tu te rends compte que... Ouais, que finalement, ce tabou autour du travail du sexe, il est très lié à... Il est très lié à cette prise de pouvoir de la femme dans la situation. Au fait que... puis en plus, on parle de femmes qui, du coup, sont conscientes qu'elles ont une sexualité, sont conscientes qu'elles ont un corps. En français, on a inventé le mot pilon de poulet au 19e siècle pour ne pas dire le mot cuisse devant une femme. Voilà. Donc nécessairement, quand on parle de femmes qui ont conscience que leur corps existe, qui ont conscience que leur corps plaît, et qu'elles peuvent en tirer un profit... Ça dérange. C'est d'une audace. C'est d'un grand n'importe quoi, je veux dire. Puis du sexe, pas pour faire des bébés, c'est dégueulasse, c'est inadmissible. On est sur quand même une grosse série de choses qui dérangent, et puis globalement,
Quand on parle de travail du sexe, on parle aussi régulièrement de l'empouvoirment de femmes pauvres, de femmes précaires. On parle de femmes... on parle de, parfois de femmes... On parle parfois... Je connais pas les pourcentages parce qu'on fait pas de sondage là-dessus, mais on parle de femmes trans, on parle de femmes racisées, mais on parle aussi de femmes jeunes, parfois. On parle de toutes ces populations, en fait, qu'on n'entend jamais et qu'on n'a pas l'habitude, travail du sexe ou pas, de visualiser comme autre chose que des victimes. Et il y a ça qui joue aussi. Comme tu dis, c'est vraiment prostitution ou travail du sexe, forcément, la femme est dans une position de victime. Elle l'a pas choisi. T'as deux options. T'as vraiment ce côté reportage 66 minutes, caméra cachée mal éclairée, une femme brune aux extensions un peu passées, chancelle sur ses talons hauts au bord d'un périphérique et tu te dis oh mon dieu, mais la galère, mais la misère, mais la violence. C'est soit ça, soit t'es Pretty Woman. Ouais, parce qu'on a grandi avec ça aussi. Soit vraiment tu te baignes dans numéro 5 de Chanel entouré de fleurs fraîches, il y a des mecs qui se battent pour payer ton loyer. Et puis l'homme te sauve à la fin. L'homme te sauve à la fin, parce que l'amour peut te sauver. D'ailleurs, je vous invite à re-regarder Moulin Rouge, que j'ai revu récemment et qui m'a donné envie de lui arracher les yeux à cet Ewan McGregor, qui essaye de te faire croire que oui, non mais on peut vivre d'amour et de fraîche et crever la dalle, arrête d'être TDS. Non, tu laisses Nicole Kidman sucer des bites pour de l'argent en paix, elle est en train de sauver sa famille. Oh. Et finalement, c'est toujours ça, ouais, c'est toujours cette espèce de position de la TDS victime. Parce que, que ce soit le porno, où on a une image mais ignoble du porno. Quand on te parle de porno aujourd'hui et que t'es féministe, tu visualises des meufs jeunes qui n'ont pas nécessairement tout compris au consentement. On pense à des scandales comme celui de James Dean, on pense à des choses violentes, et c'est des choses qui existent dans le monde du porno. Mais en fait, le porno, c'est pas juste le moment où toi, t'es devant ton écran en train de regarder une meuf se prendre une gorge profonde avec les larmes aux yeux. Le porno, c'est le moment après où on fait couper et où tu te relèves et où ton partenaire il vient de servir un verre d'eau et où tout va bien et où il fait non mais c'est bon, ça va, là on est dans les limites et tout, ok, cool. T'oublies pas de me faire signe vraiment si à un moment tu veux qu'on fasse une pause. Ou t'as le réel qui vient voir tout le monde qui fait mettez un plaid entre deux scènes. C'est ça aussi le porno. Et en fait, c'est un cinéma comme les autres. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que j'entends beaucoup de gens dire que le porno c'est pas réaliste. Mais est-ce que récemment vous avez entendu quelqu'un reprocher à un autre type de cinéma que le cinéma pornographique de ne pas être réaliste? Parce que finalement le porno c'est du cinéma. Oui, parce que finalement les scènes de sexe au cinéma, on va dire classique, il est pas beaucoup plus évolué. Hein. C'est ça, mais la place de la femme, elle est pas beaucoup plus évoluée. Et puis surtout, tu ressors pas d'un film en disant c'était pas réaliste. Franchement, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Le film il durait sur une semaine, je les ai jamais vus aller aux toilettes ni dormir. Bah, c'est la même chose en fait. On parle d'un format artistique quand on parle de cinéma. Et alors, peut-être que je me trompe, mais il y a très longtemps, le cinéma pornographique était vraiment au cinéma classique. Et il a été juste... Il y a très longtemps, jusqu'aux années 60, 70 hein, quand même. Ouais, donc c'est pas si vieux que ça, ouais. Et ça a été pareil, dénigré et caché, et pour faire quelque chose genre de honteux et d'immonde. Et il y a cette espèce d'avènement des tubes qui font qu'aujourd'hui, plus personne paye pour son porno. D'ailleurs, je vous le dis et je vous le redis, payez votre porno. Donnez de l'argent à des petites boîtes, à des gens qui font du porno en indépendant, à des jeunes réalisateurs, réalisatrices. Parce que clairement, même si YouPorn c'est les seuls à replanter des arbres et à essayer de sauver les abeilles, t'es pas assez payé quand tu vends tes fesses sur YouPorn. Donc là, l'exploitation, en fait, elle est là. Là, on parle d'exploitation, parce que là, on parle de capitalisme, parce que là, on parle du fait que, tu vois, la petite pub là en bas sur le côté, bah, c'est ça qui paye ton actrice. Et ouais. Il en faut combien des vues pour payer un loyer? Et ouais, donc là, en fait, on est encore dans un double discours, en fait. C'est exactement ça, et c'est cette différence entre... Enfin, comprendre que ton placement éthique, il est pas dans un endroit où tu dis non mais moi je touche pas à ça. Il est dans un endroit où tu prends en compte le fait que c'est un outil, et qu'en fait, le sexe, ça fait partie de la vie. Et que du coup, les représentations du sexe, que ce soit, je sais pas, moi, peut-être ton truc, c'est la littérature érotique. Ça te viendrait pas en tête de, genre, lire tes bouquins érotiques à la médiathèque et jamais filer un sou à l'autrice qui galère, tu vois. C'est ça. Mais c'est surtout que je trouve vraiment, et je vais le reprendre et je vais le répéter, c'est vraiment de l'hypocrisie pure et dure. Parce que quoi qu'il arrive, même si on le cache au fin fond du monde, ou même si on l'interdit, et je sais que c'est interdit dans certains pays d'Europe, la prostitution, complètement, et ça prouve bien que même en interdisant, ça arrive en fait. Et même depuis qu'ils ont passé la loi de 2016, je crois qu'au niveau des chiffres, il y a 30 000 personnes prostituées en France. Donc c'était censé, soi-disant, pour abolir totalement la prostitution. Ça marche super bien. Alors attends, c'est ça.
Entre 1792 et 1750 avant notre ère, les premières traces de travail du sexe. Voilà. Mais continuez, vous allez vraiment réussir à abolir. Il y a des personnes qui parlent de légalisation. Ouais. Et il me semble que c'est pas la meilleure idée. Alors, en fait... Ça serait une avancée, mais c'est pas... En fait, on est toujours sur le même enjeu. Je prendrais comme parallèle l'exemple de la légalisation du cannabis au Canada et aux États-Unis. Depuis que le Canada est légal dans certains États des États-Unis et au Canada, il y a eu une recrudescence de magasins de cannabis. Je sais même pas comment ça s'appelle, je suis désolée, je suis nulle avec ça. Je manque de vocabulaire. Mais une recrudescence de magasins où tu peux rentrer, acheter ton gramme de cannabis et ressortir de manière complètement légale avec ton petit papier, tout ça. Et les personnes qui ont été emprisonnées, donc les jeunes hommes noirs, voilà, en fait, les jeunes hommes noirs et latinos, les jeunes personnes racisées qui ont été emprisonnées pour possession ou trafic de cannabis sont toujours en prison au Canada et aux États-Unis. Malgré que ça soit légalisé. Bien sûr. Et surtout, il faut payer une licence maintenant pour se mettre à travailler dans le cannabis. Une licence qui coûte dans les entre 12 et 17 000 $. Donc ça touche que les privilégiés. Donc finalement, on ouvre un espace pour que les riches blancs bobos le fassent, on augmente les prix parce qu'on taxe, et au final, il y a toujours des jeunes personnes précaires, racisées, c'est toujours, je suis désolée, hein, mais c'est toujours ces personnes-là qui se retrouvent à continuer à vendre, parce que mine de rien, tu leur as enlevé des clients, mais t'as pas... C'était leur business. Mais c'était leur business, et qui en plus, aujourd'hui, en vendant sans licence, risquent 3 fois plus que ce qu'ils risquaient avant, en fait. Donc c'est la même chose pour la prostitution. Et c'est la même chose pour le travail du sexe, finalement, pour la prostitution précisément, parce que les autres jobs du sexe sont aujourd'hui tolérés en France. En tant qu'actrice porno, tu peux avoir tes cachets. Alors il me semble que la vente de sous-vêtements, ça se déclare en auto-entrepreneur. Mais c'est pareil, t'as pas le droit d'avoir des clients. Et même moi, en fait, j'ai le droit de me déclarer en tant qu'auto-entrepreneuse. D'accord. Il y a juste personne qui a le droit d'acheter mes services. Pratique. Voilà. C'est impeccable, du coup. Donc auto-entrepreneur sans business, quoi. Sans business, complètement. Mais on peut te localiser de cette manière. Et c'est ça. Et en fait, ce qui se passe donc dans les pays où le travail du sexe est légalisé, c'est que t'introduis des choses comme de la paperasse, une licence, une carte d'identité spécifique. En Allemagne, par exemple, se prostituer implique d'être fiché. À chaque fois que t'as un contrôle de police, t'es fiché prostituée. À chaque fois que tu vas, je sais pas moi, à la PMI à côté de chez toi et que tu donnes ta carte vitale, t'es fiché prostituée. Avec tous avec toute la putophobie qui va avec. Les stigmates autour, ouais. Quand tu inscris ton enfant à la cantine, t'es fiché pute. Et ouais. Et surtout, du coup, on rend ce travail complètement inaccessible aux personnes très précaires, aux personnes qui parlent pas la langue. Enfin, aujourd'hui, légaliser la prostitution en France, ça voudrait dire... toutes les personnes qui n'ont pas de papier n'ont pas accès. Toutes les personnes qui n'ont pas de papier, toutes les personnes qui ne sont pas francophones, toutes les personnes qui... Alors, c'est pareil, quand on parle de travail du sexe et de légalisation, on parle aussi régulièrement souvent de mesures sanitaires, donc dépistage régulier, examen gynécologique, ce genre de choses qui peuvent être complètement... Enfin, qui sont la plupart du temps, quand elles arrêtent d'être faites par des bénévoles, mal faites et bordéliques et relous, alors qu'aujourd'hui on a des associations qui font ça et en fait qui ont juste besoin de subventions, des associations comme les Amis du Bus des Femmes, des associations comme le Stras, comme ACT UP, qui font ce travail-là en fait, comme Aide qui fait des dépistages aussi in situ sur le terrain. Et toutes ces associations-là, elles font ce job en fait de prendre soin des travailleurs, travailleuses du sexe. Et le truc qui fait qu'on a du mal à travailler aujourd'hui, c'est que, un, nos clients sont pénalisés, et que deux, on n'a pas le droit de s'organiser entre nous. Ouais, donc vous n'avez pas le droit de vous retrouver dans un endroit, de louer un endroit pour votre sécurité et de pouvoir faire votre job. Alors au-delà de ça, très bêtement, dans les règles, quand tu regardes les textes de loi sur le proxénétisme, tu vois que pourront être inquiétés les compagnes ou compagnons d'une prostituée si il est prouvé que, alors j'ai plus les mots exacts, mais qu'en gros tu vis au-dessus de tes moyens. Donc par exemple, très techniquement, genre si j'achète une paire de boucles d'oreilles à ma meuf, ça peut être jugé comme du proxénétisme. Mais en quel honneur? Parce qu'elle profite de l'argent du travail du sexe. Si j'ai oublié mon porte-monnaie et qu'une pote, une collègue me dépanne 20 balles, c'est du proxénétisme. Je profite de l'argent du travail du sexe de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, on fait pas de distinction entre organisation trafiquante et proxénétisme tel qu'il est défini de manière bête et méchante, c'est-à-dire profiter de l'argent du travail de quelqu'un d'autre, du travail sexuel de quelqu'un d'autre. Mais en fait, il y a une différence immense entre le moment où je te paye une bière et le moment où tu me mets un couteau sous la gorge pour avoir 80% de mon travail.
Ouais, en fait, pour faire un comparatif, c'est comme si t'es comptable et que t'invites des potes à boire un verre et puis d'un seul coup, on l'accuse d'avoir profité de l'argent de la société pour laquelle il bosse, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, c'est comme si au moment où toi tu me proposes de boire un verre d'eau, on considérait que je profitais de ton travail quotidien, tu vois. Est-ce que je te fourbe? Est-ce que tu n'es pas capable de décider par toi-même de me payer ce verre d'eau? Donc on veut vraiment invisibiliser les personnes. Mais c'est infantilisant au possible. Et pire que ça, même. Mais est-ce que t'imagines que, genre, il y a vraiment des gens qui, sincèrement, considèrent que je suis pas capable de décider pour moi-même si, quand je dis à ma copine, viens, on part en vacances, et qu'elle me fait, bah non, j'ai pas les thunes, je fais, non, mais je te les paye, moi j'ai fait un bon mois. Bah non, en fait, moi je suis pute. Du coup, je peux pas décider, tu vois, c'est trop compliqué. Moi, gérer mon argent comme ça, toute seule, comme une grande, c'est compliqué, je peux pas. Je suis pas cap, tu vois. C'est forcément que quelqu'un profite de moi. Et c'est hyper dangereux parce qu'on se retrouve dans des situations extrêmement risquées. Et par exemple, il y a des choses qui seraient tellement plus simples, genre louer des locaux à plusieurs, entre collègues. Alors là, tu disais qu'actuellement, c'est possible d'avoir le statut auto-entrepreneur. Ouais. Alors, j'ai vu que actuellement, je crois, uniquement en Nouvelle-Zélande, c'est le seul pays. Et en Australie. Et en Australie. Nouvelle-Zélande, Australie, c'est les deux pays qui ont décidé de décriminaliser le travail du sexe. Ça implique quoi, du coup? La décriminalisation, ça implique en fait un encadrement beaucoup plus léger. Et ça implique du coup que il n'y a pas de pénalisation des clients, il n'y a pas de pénalisation des travailleuses du sexe, et le concept de proxénétisme n'existe plus en fait. On va vraiment envisager le travail du sexe comme une entreprise comme une autre. On va pas le légaliser, c'est-à-dire qu'on va pas légiférer de manière particulière. En fait, légaliser le travail du sexe, ça veut dire légaliser autour du travail du sexe comme si c'était pas un job comme les autres. Donc là, il y a une mise en place de textes de loi autour du travail du sexe. Le travail du sexe est intégré aux textes de loi sur les autres jobs. Et ce qui se passe, c'est que y a par exemple des conditions très précises qui vont être écrites. Donc par exemple, il faut être résident australien ou néo-zélandais pour ouvrir un bordel. Ok. Pour ouvrir un bordel ou une agence. Ça, c'est les trucs. Et il faut un permis de travail de plus de 6 mois pour pratiquer. Histoire d'éviter qu'il y ait trop de touristes qui viennent faire du TDS en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sachant qu'en Australie, si tu fais un Working Holiday Visa, même en Nouvelle-Zélande, c'est quasiment 1 an. Donc, c'est totalement possible. C'est totalement possible, c'est totalement faisable. J'ai très envie d'y aller. Il paraît qu'il fait beau. Et t'as du coup des entremetteurs clairs, des agents clairs. Je vous conseille vraiment très fort de suivre Tilly Lawless, qui est une militante et escorte australienne qui est absolument fabuleuse. Parle de son travail avec vraiment beaucoup de candeur et qui te fait visiter les endroits où elle bosse, qui te montre des espèces d'enfilements de chambres de 70 pièces absolument superbes, avec une personne qui gère ça, des personnes qui sont payées pour faire le ménage, une partie des impôts là-dessus. En fait, un fonctionnement normal, ouais, comme fleuriste, quoi. T'es prise en charge, t'as la sécu, t'as une mutuelle, j'imagine. Moi, personnellement, genre, quand je dois m'arrêter de bosser parce que je suis malade, c'est pour toi. C'est pour ma gueule, quoi. Du coup, sachant que t'es dans un métier où t'es au contact des gens... T'as besoin d'un suivi constant médical, quand même. T'as besoin d'un suivi constant médical. Puis moi, clairement, l'hiver arrive. Moi, je me les tape tous, les rhumes de vos gosses. Il suffit qu'ils le refilent au père et je suis foutu. Donc moi, je passe tout l'hiver à être malade, les gars. C'est super chiant. Et je peux pas m'arrêter de bosser, parce que si je m'arrête de bosser, j'ai pas de sécurité sociale, tu vois. Je peux pas appeler mon patron malade, c'est moi mon patron. Et y a rien qui est mis en place, tu vois. T'es pas considéré comme une personne qui travaille, donc nécessairement, tu peux pas bosser, en même temps t'es déjà au chômage. J'avais vu passer sur ton compte d'ailleurs quelqu'un qui t'est venu un peu taper du poing en disant que te parler des impôts. Oui. J'aime beaucoup qu'on me parle des impôts. Alors, il faut savoir que déjà, moi, je suis pas imposable. Voilà. Je gagne pas assez d'argent pour être imposable. Pour te donner une idée d'à peu près à quel point le travail du sexe, c'est de l'argent facile. Et ouais, il y a régulièrement des gens qui viennent me dire que c'est pas très normal que je paye pas des impôts. Et du coup, je vous encourage tous à remplir votre fiche d'impôt en envisageant vraiment à chaque fois que vous notez une information, dites-vous, l'entièreté des gens qui vont recevoir cette thune veulent ma mort. Vraiment, à chaque chiffre, vous la répétez à voix haute et vous pensez sérieusement est-ce que vous allez les payer ces impôts ou pas. Parce que moi, clairement, ça m'a calmé. Je veux dire, la seule et unique fois que j'ai accompagné une pote après une agression et qu'on lui a rayonné. La police. Bah oui. Mon Dieu. Je vous aime pas les policiers. Oui, et il y a cette représentation des prostituées comme vraiment ayant énormément d'argent, roulant sur l'or. Faut savoir que c'est un métier où clairement on a des bons taux horaires.
on a des bons taux horaires. Je sais pas si j'ai posté dessus et je sais que c'est un débat avec d'autres TDS. Il y a des TDS qui me disent que je devrais pas en parler. Au niveau du tarif? Au niveau du tarif. Ouais, j'écoutais un podcast justement par rapport à ça où elle disait clairement que généralement les personnes hors de ce métier avaient tendance à faire un calcul rapide. Ok, c'est tant, donc elle doit se faire tant d'argent. Waouh, mon Dieu, mais en fait, de quoi elle se plaint, quoi. C'est ça, c'est très drôle. C'est que t'as le secrétariat, t'as la réponse à tous les mails qui vont servir à rien, t'as ton temps de transport parce que clairement, mes clients et moi on n'habite pas dans les mêmes quartiers, chérie. Hein. Faut te taper tout le métro jusqu'au 16e là. T'as des frais d'entretien, t'as l'épilation, t'as le maquillage, les capotes, le lubrifiant, racheter des tailles régulièrement, racheter de la lingerie parce que c'est con, ils te l'abîment, racheter des collants, tout ça c'est de la thune en fait. Que tu réinvestis en fait dedans. Réinvestis dedans. Je gagne moins que vous les gars, hein. Parce que ouais, je fais 5-6 clients, grand max par mois. Pour être sûr d'avoir un client, plus tu rentres pas dans la norme imposée et plus tu te brades en fait. C'est exactement ça. Alors, c'est aussi genre s'adapter à une réalité de marché en fait, parce que en tant que meuf cis blanche, jeune, t'es identifié comme un objet de désir. Ton corps est identifié comme un objet sexuel très facilement. Et surtout, tes clients de base, c'est-à-dire les mecs cis hétéros, c'est les gens les plus à l'aise avec le fait d'aller vers le TDS. Étrangement, alors, je me permets pas de parler des communautés gays parce que j'interviewe en ce moment des mecs TDS cis gays et que j'en interviewe plusieurs et que j'ai pas fait le tour encore du tout de comprendre comment ça marche et que je pense que je veux pas parler d'un truc que je comprends pas. Bien sûr, ouais, c'est tout à ton honneur. Et que, ouais, voilà, c'est tellement un truc que je vis pas que ce serait absurde de t'en parler. Et ils sont les bienvenus pour en parler. Bah écoute, on vous attend les gars. Et ouais, quand tu vois les... en tant que meuf trans, t'es fétichisée, beaucoup, mais tu vas l'être un petit peu moins par une population un petit peu plus niche. En tant que meuf trans, tu vas devoir beaucoup plus filtrer tes clients, parce que t'as beaucoup de transphobie et que, faut pas que tu te mettes en danger non plus, tu vois. Bien sûr. Et en tant que mec trans, t'es un ovni en fait. Et la plupart de mes collègues, ils parlent vraiment d'une grosse difficulté à taffer en tant que mec trans. En tant que mec trans out après, hein, parce que je connais des mecs trans qui bossent en tant que meuf cis. On va rebondir là-dessus parce que... Ou l'identité, le genre et le TDS, c'est un beau bazar. Exactement. Parce que est-ce que finalement, le TDS, c'est pas hyper hétéronormé ? Le TDS, c'est extrêmement hétéronormé, c'est extrêmement cisnormé. Moi, ça me fait beaucoup rire. On me demande régulièrement si j'ai des clientes ou pas. Et franchement, je vous attends, les meufs. Moi, j'ai trop hâte d'avoir des clientes. J'ai trop hâte qu'on en arrive au jour où il y aura des meufs qui seront suffisamment à l'aise avec leur sexualité pour se dire j'ai envie d'explorer, ou j'ai envie de tester un truc que j'ai jamais testé, ou j'ai envie d'être dans un moment de sexualité et de séduction sans avoir à me prendre la tête et à pas savoir si je plais ou pas et à angoisser. J'ai envie d'être dans un moment où c'est moi qui ai le pouvoir. J'ai envie d'aller expérimenter une pratique particulière que j'oserais pas expérimenter avec un partenaire gratuit. Je vais appeler un travailleur ou une travailleuse du sexe. Faites-le, bordel de merde. Faites-le, le monde ira mieux, je vous jure. Et ça fera pas de vous des personnes crades et baveuses et poisseuses et dégueu. Ça fera de vous des gens qui ont du pouvoir sur leur sexualité, en fait. Et genre, franchement, je coûte moins cher qu'un week-end en Bretagne. Appelez-moi, bordel. Ouais, le TDS, c'est très hétéronormé parce que la sexualité, c'est très hétéronormé, en fait. Eh oui, évidemment. Parce qu'en fait, on est en 2019 et qu'aujourd'hui, on a une... Ça me fait bizarre de le dire parce que je vis un petit peu dans ma petite bulle de puté de queer, mais en vérité, aujourd'hui, il y a toujours une grande majorité de personnes qui ont une vision du cul très hétéro, très cisnormée. Pour encore une énorme partie de la population, aujourd'hui, le sexe, c'est le missionnaire de 20 minutes sous la couette une fois par mois, quoi. C'est ce que demandent pratiquement les clients, la majorité. Alors, généralement, ouais. Généralement, t'es quand même sur du pipe missionnaire. C'est fou, hein, parce qu'on pourrait penser que justement, ils viennent pour autre chose. Après, je propose aussi des séances fétichistes où là, j'explore des fantasmes un peu plus précis, qui vont de choses très très étranges. J'ai un client que je colle pistolet à colle à la colle chaude, une fois par mois. Voilà. Des fois, je le cimente à son mur aussi. Ok. Voilà, c'est pas du tout glamour, c'est assez décevant, mais ça le rend extrêmement heureux. Et c'est son fantasme, et c'est un truc dont il n'arrive pas à parler avec ses partenaires gratuits, et il est content que je sois là. Des mecs qui ont des fantasmes un petit peu osés, qui aimeraient bien te tirer les cheveux. Ouh là là. Je reviens encore à King Kong Theory, mais elle l'explique super bien dans le livre justement que finalement, quand elle a eu sa période de TDS, elle dit que elle a jamais été aussi bien traitée par les hommes parce que il y a ce rapport avec le fait que la majorité du temps, c'est des hommes plutôt mariés qui ont tellement cette vision de la femme avec laquelle ils partagent leur vie, de femme au foyer, mère de leurs enfants, que d'un seul coup ils peuvent plus expérimenter leurs fantasmes et ce qu'ils voudraient faire au plus profond d'eux-mêmes. Ils l'ont tellement mise dans une case que
que ils ont besoin d'aller voir ailleurs ou d'aller voir des TDS? Bah, je pense que, moi, en tout cas, ouais, j'ai une grande majorité de clients qui sont... c'est un des grands mystères de mon existence, d'ailleurs, c'est pourquoi on va voir une TDS. Parce que moi, mes clients, ils sont pas moches. Ils sont pas répugnants, Il y a tu aussi vois. ce cliché de se dire toujours que ça va être un moche. Franchement, mes clients, ils s'y mettraient 5 minutes, ils arriveraient à pécho. C'est des mecs qui ont qui ont des jolies carrières, qui ont de la conversation, qui sont pas immondes. Alors, c'est pas mon type, parce que c'est des mecs, mais assez misandre. J'essaye de me soigner. Non, pas du tout, c'est faux. Mais tu vois, pour revenir à ça, c'est hyper violent en fait. Dans le sens où quand t'es pas hétéro, Ouais. il y a une violence de devoir, si tu veux faire de l'argent dans ce milieu, il va falloir que tu aies une sexualité qui n'est pas la tienne. Mais alors après, moi personnellement, je vis pas ma sexualité au travail comme une sexualité. Je vis pas je vis pas ce que je fais au taf comme une sexualité. Enfin, je sais pas comment dire ça. Tu sais, pour moi, c'est tellement des trucs opposés. Enfin, ma sexualité au travail, elle est principalement composée de clients qui considèrent que le sexe, c'est mettre de manière répétitive un pénis en érection dans un de mes orifices. Et ma sexualité privée, elle est composée de tellement plus de variétés, de plans cul, d'exploration, de fantasmes, de fétichisme, de trucs très précis. Enfin, je vois pas dans quel monde le moment où... ouais, où ma meilleure amie me racontait récemment qu'elle avait eu un orgasme, genre pendant que sa meuf lui touchait les oreilles. À quel moment ça peut avoir un lien avec une pipe de 15 minutes, tu vois? C'est vraiment, c'est pas le même rapport au cul en fait. Après, je connais des TDS qui le vivent comme une suite de leur sexualité privée, et auquel cas, c'est souvent des gens qui sont beaucoup plus précises sur leur pratique, qui pratiquent des choses dont ils ont envie, qui vont être plus sélectifs sur leurs clients. Moi, je sais que pour moi, c'est vraiment, enfin, je suis au taf, tu vois. C'est exactement comme, je sais pas, genre une meuf qui serait assistante maternelle, qui passerait sa journée avec des enfants, bah ouais, t'as pas le même rapport avec ces enfants-là qu'avec ton gosse une fois que tu rentres chez toi. Et genre, ça te viendrait pas à l'idée de dire à une meuf qui est assistante maternelle, genre, mais du coup, ça va, ça crée pas un truc chelou avec ton enfant à toi? C'est pas bizarre? Tu te sens comment par rapport aux enfants que tu gardes pour de l'argent? Est-ce que tu les aimes pas, du coup? Est-ce que tu les aimes autrement? Est-ce que du coup, t'aimes moins ton enfant que tu gardes gratuitement? Ouais, c'est une bonne comparaison. C'est la même chose, en fait. C'est... À partir du moment où t'es payé pour faire un truc, bah, tu le fais quand même vachement pour la thune, quoi. Encore une fois, les collègues, je parle en mon nom et en mon nom seulement, venez pas m'engueuler. Du coup, par rapport au féminisme, Ouais. est-ce que finalement, c'est pas les femmes qui sont le plus révoltées par rapport au TDS? J'ai vraiment l'impression, enfin, le peu que j'ai posté sur mon compte par rapport à ça, il y a des femmes qui me sont tombées dessus, surtout quand j'avais dit que si t'inclus pas les TDS dans le féminisme, clairement t'es pas une vraie féministe, alors là c'était la totale. J'ai l'impression qu'en fait elles le prennent hyper personnellement et qu'elles se disent bah moi je pourrais pas le faire donc bah c'est hors de question que ça soit quelque chose que j'accepte. Et enfin dis-moi ce que t'en penses. Elles pensent que se battre également pour les droits des femmes TDS, ça veut dire qu'on fait l'apologie des TDS quoi. Et que du coup, d'un seul coup, tout le monde va devoir faire ce travail et c'est quelque chose qui va être un peu obligatoire ou imposé. Il y a ce truc déjà de dépravation. Si on fait l'apologie du travail et du sexe, on fait l'apologie d'une sexualité libérée, et on voudrait que tout le monde ait une sexualité libérée. Moi, je suis pas particulièrement pro-sexe personnellement. Je me sens très neutre par rapport au sexe. C'est pas quelque chose que je pense pas que tout le monde devrait faire du sexe tout le temps en fait. Je pense qu'aujourd'hui, bah, faut inclure dans ta vision du sexe le fait que le sexe tarifé existe. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut genre être réaliste là-dessus, mais je pense que c'est aussi urgent d'inclure le fait que la sexualité existe en fait, que c'est hyper urgent de genre sortir, enfin... Et je crois que les personnes qui sont abolitionnistes, généralement, déjà, ont une vision très violente du travail du sexe, et qu'il y a ce sentiment de la bonne mère de famille, qu'on va lui piquer sa place. Je veux pas de ton mari, Christine, tu le gardes. Il m'intéresse vraiment pas. Je veux pas de tes 2 enfants et de ton 2 pièces dans le 16e, ça me saoule. Rien que d'y penser, j'ai pas envie d'aller à Neuilly-sur-Seine, tu vois. Laisse-moi tranquille dans mon 9-3, tout ira très bien. Et je suis pas pour le fait que tout le monde fasse du travail et du sexe, déjà parce que genre, oh mon dieu, j'ai déjà du mal à taffer les chats, calmez-vous, vraiment. Et ensuite, parce que je pense que c'est un job qui convient pas à tout le monde en fait. C'est un job qui est prenant, qui demande une énorme implication physique, qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de créativité. C'est un job qui demande de se mettre en scène, de se montrer, d'utiliser son corps et de considérer son corps comme un outil, de comprendre les dynamiques de séduction d'une manière très précise. Enfin, c'est pas un taf qui est fait pour tout le monde, hein. C'est un taf qui est compliqué, qui est dur, qui est précis. Enfin, tu deviens pas travailleuse du sexe comme tu deviens caissière, hein.
Ouais, voilà, typiquement une caissière, si elle parle de ton travail en dehors de ses heures de travail et qu'elle dit qu'elle adore son travail, on va pas lui dire qu'elle fait l'apologie des caissières. C'est ça. Tu fais l'apologie du capitalisme. Et genre, oui, profondément, toute forme de travail est une violence. Et en ce sens-là, le travail du sexe est une violence. Parce que le fait que ce soit nécessaire d'avoir de l'argent pour avoir un toit, le fait qu'il faille de l'argent pour se nourrir, en fait, c'est pas normal. En fait, c'est pas normal que le manque d'argent puisse t'emmener à ne pas avoir de logement ou ne pas te nourrir. Ça, c'est pas normal. Le capitalisme, c'est pas normal. En soi, si tu considères que moi, en tant que travailleuse du sexe, je vends mon corps, mais que toi, en tant que journaliste, avocat, caissier, manutentionnaire, ouvrier, tu vends pas ton corps, c'est que profondément, le problème, c'est pas la vente, c'est le corps. Le problème, c'est le sexe. Et finalement, quand on parle à des féministes abolitionnistes, le problème, c'est le sexe. Le problème, c'est pas la vente. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est la présence d'un sexe, d'une sexualité qui est libérée, qui dit son nom, qui s'affiche comme un acte sexuel tarifé, en fait, et Pratiquée par les femmes. pratiqué par les femmes. J'aime beaucoup cet argument qu'ont les abolitionnistes. 93% des clients du travail du sexe sont des hommes. Mhm. Ce qui implique que on prend de la thune à 93%. Enfin, que quand on prend de la thune, c'est à 93% des hommes. Donc on s'en sort bien plus. Tu vois, genre, aux dernières nouvelles, prendre de la thune au mec 6. Moi, ça va, ça me dérange pas trop. Enfin, jusque-là, je vois pas ce qui va pas. Et puis ensuite, on part dans des considérations absurdes où, ouais, cette notion de viol tarifé, cette notion encore d'incapacité à consentir quand c'est pas du désir et de l'amour, qui est vraiment, genre, vraiment, j'ai eu du mal à la comprendre, celle-là. Je l'ai lue et relue et re-relue parce que je ne comprends pas. Et surtout, cette notion, elle est dangereuse, en fait. Parce que quand t'introduis la notion de viol tarifé autour du travail du sexe, déjà, tu décides que je suis incapable de consentir. Donc tu fais exactement comme les masculins quand ils décident quand je suis d'accord et quand je suis pas d'accord, hein, c'est la même chose. C'est mon consentement à moi, j'en fais ce que je veux. Et ensuite, tu retires une frontière. Tu retires une frontière parce que dans ces cas-là, si tu considères que toute forme de travail du sexe est un viol tarifé, bah le moment où je me fais vraiment violer par un client, je vais faire quoi? Ça, c'était déjà un viol tarifé, c'est juste devenu un viol gratuit. Enfin, faut vraiment se rendre compte du danger dans lequel on met les TDS avec ce genre d'idée, en fait. C'est qu'on ne prend pas en compte quand c'est réel. Bah ouais, c'est que si tu dis que les TDS sont incapables de consentir, tu dis qu'elles sont aussi incapables de retirer leur consentement, en fait. Et ça veut dire que ces personnes n'ont plus de pouvoir sur leur propre corps. C'est une violence, c'est une absurdité. Après, régulièrement, dans les arguments que nous proposent les abolitionnistes, bah, on a le fameux âge d'entrée moyen à 13 ans. On sait pas d'où il sort. Il est arrivé par magie, celui-là. Oui, comme tu disais, en plus, alors moi j'ai fait énormément de recherches avant qu'on se voit, juste tu vois par curiosité parce que ton compte il est super bien fourni et je me suis dit tiens c'est vrai, qu'est-ce qui se passe sur internet? Et en fait c'est vrai qu'il y a que des choses négatives, mais vraiment hyper négatives, et que sur les abolitionnistes en fait, mais il n'y a pas réellement de vrais chiffres comme tu dis, il n'y a pas vraiment d'études. Je les avais postés en story et je me tâte à en faire un post. Il y a faudrait que je leur demande. Sur un groupe d'autosupport TDS, un groupe Facebook des plus classiques où on parle entre nous de nos galères, de nos joies, de nos trucs. Voilà. Un groupe d'autosupport comme t'as des groupes, je sais pas, de fleuristes. C'est ma métaphore du jour fleuriste. Il y a une collègue qui s'est amusée à aller chercher un petit peu d'où venaient ces chiffres. Et c'est du coup une étude qui a été menée sur 15 personnes en 65, tu vois. Ouais. Et tu fatigues en fait au bout d'un moment, tu sais plus quoi dire aux gens parce que En fait c'est pas là où il est le débat. c'est ça, on parle pas de chiffres. C'est qu'encore une fois on n'écoute pas les concernés. Et on n'a pas envie de les écouter. Enfin, et puis tu vas fouiller un petit peu dans les archives du mouvement du Nid, ils ont une survivante. La meuf, ils te la ressortent sur tous les plateaux télé. Ça a l'air d'avoir été horrible pour elle, le travail du sexe. Et t'es là, mais enfin, justement, tu vois. Ce qui se passe en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est qu'ils ont impliqué les prostituées de rue dans le démantèlement des trafics d'êtres humains. Parce qu'en fait, bah, c'est les meilleurs pour repérer ça. C'est les meilleurs pour, genre, faire la différence entre, bah, une meuf racisée migrante précaire et une meuf victime de trafic d'êtres humains. Parce que pour un flic, c'est la même chose. Et ça va super bien. Ils ont mis genre vraiment quand tu jettes un œil aux chiffres en ce moment en Australie, je les ai plus en tête. Je suis désolé, j'aurais dû me faire une fiche. Mais quand tu jettes un œil à ce qui se passe en ce moment en Australie, c'est vraiment merveilleux. Enfin, tout va très bien en fait. Le TDS, c'est toujours du TDS, et ça implique toujours du sexe, et ça implique toujours des clients qui parfois sont relous, Mais ça reste un travail. d'un point de vue de la sécurité. Alors, je te dis ça, mi-août, il y a une prostituée australienne qui a été poignardée sur son lieu de travail. Pour mettre les choses dans le contexte,
c'était clairement un acte terroriste par un abolo. Du coup, finalement, le truc qui tue le plus, c'est la putophobie. Finalement, le truc qui met le plus en danger toutes les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est la honte, c'est le tabou, c'est le secret. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à ça? On est partout, les gars. Vraiment, faites-vous à cette idée. Faites-vous à cette idée et apprenez à envisager le travail du sexe comme si votre petite sœur en faisait. Je vous jure, vous allez envie de vous battre pour nos droits. Vous allez avoir envie de vous battre pour qu'on puisse survivre. Merci beaucoup. Merci à toi. Des références à King Kong Theory de Virginie Despentes ont été citées lors de cet épisode, que je partagerai avec vous sur la page Instagram Open Space Talk. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à partager avec votre entourage. Je vous invite également à suivre l'excellent compte Tapotpute sur Instagram. À bientôt pour le prochain épisode.